Cité partagée entre l'influence des seigneurs et des abbesses, placée sous le signe de l'ours. Aujourd'hui dans notre histoire, la commune d'Andlau. Bonjour Christian. Bonjour. Il paraît qu'ici à Andlau, tout est parti de là, de cette statue. Oui, tout à fait. Andlau va naître en 880 de l'édification de l'abbaye d'Andlau par Richarde, donc l'impératrice, l'épouse de Charles le Gros, qu'on a sous les yeux ici, qui nous indique la direction de son abbaye. Alors quelle est son histoire à notre amie Richarde? Parce qu'elle est quand même très présente ici à Andlau. Pourquoi elle s'est installée là? Richarde a deux légendes, c'est ce qui fait qu'elle est assez intéressante. D'abord, c'est l'épouse de Charles le Gros, donc un empereur, donc pas n'importe qui. À cette époque-là, les femmes ont aussi un rôle très important, puisque c'est l'époque où elles sont l'égale des hommes. Et Richarde a choisi de ne pas faire d'enfants, de beaucoup voyager, et ça va lui faire naître deux légendes. La première, c'est pour affaiblir un peu le pouvoir de son époux. Les ministres de ce dernier vont essayer de l'attaquer et d'accuser son épouse de le tromper avec un de ses ministres. Parce que régulièrement, vous verrez à la chasse de l'abbaye d'Andlau, on va avoir une scène où elle embrasse le collier dans lequel se trouve la croix du Christ. Et du coup, accusée à tort, elle va passer un ordalie, c'est-à-dire marcher sur des cendres pour prouver son innocence. Bien sûr, elle ne lui brûlera pas. Et du coup, elle va quitter son mari et venir s'installer à Andlau et créer son abbaye. Ça, c'est la première légende. La deuxième légende, elle est liée à l'ours qui l'accompagne et que vous allez retrouver partout dans Andlau. Puisque, en allant prier régulièrement au Mont Saint-Odile, un ange va lui apparaître, ce qui arrive assez régulièrement à certaines dames, et lui annoncer que le jour où elle croisera un ours en train de creuser le sol, à cet endroit-là, il faudra construire une abbaye. Alors il paraît qu'Andlau, c'est la ville des ours. Et bien du coup, Andlau est devenu grâce à ça la cité des ours. Vous prenez partout dans Andlau, vous allez en voir partout, il suffit d'ouvrir les yeux. Et tout d'abord, on le voit directement ici avec un premier ours. Qu'est-ce qu'il fait cet ours là? Alors il mange du raisin. Ah. Alors pourquoi il mange du raisin? Ça n'a pas grand-chose du coup à faire avec Andlau, puisque la naissance de la viticulture est née avec une légende qui se passe à Dambach. Une saison de grande chaleur, il n'y a plus d'eau, on ne sait pas comment faire. Et un enfant qui se promène aperçoit des ours en train de manger du raisin sauvage. Et il dit à ses parents, pourquoi on ne fait pas comme eux? Pourquoi on ne mange pas ce fruit que les ours mangent? Et donc on va cultiver le raisin. Et ça vient de là. Donc même si cet ours devrait être plutôt à Dambach, oui. Ici il y en avait quand même beaucoup des ours. Il y en a beaucoup, puisque finalement, comme Richarde est accompagné d'un ours, qui permet de la reconnaître dans son iconographie, c'est devenu la cité des ours. C'est-à-dire tous ceux qui élevaient des ours, tous ceux qui étaient des montreurs d'ours, comme on connaît, venaient régulièrement ici à Andlau et les habitants d'Andlau avaient l'obligation de les nourrir. Il y avait même un ours qui était attaché ici, à côté de la mairie, vivant. Alors un jour, il a dévoré un enfant, ce qui ne se fait pas. Non, c'est pas sympa. Donc, ça ne se fait pas. Et donc, on a arrêté d'avoir un ours vivant, on l'a remplacé par une sculpture qui, elle également, se trouve avec le trou creusé par cet ours dans la crypte de l'abbaye d'Andlau. On se rapproche petit à petit de cette fameuse abbaye. Là, on est en un endroit particulier puisque c'est un endroit qui scinde en fait la commune d'Andlau entre deux blocs. Voilà, la commune d'Andlau est divisée en deux grands remparts. Il y a deux grands remparts, il y a deux grandes unités. Celle qu'on vient de quitter, qui est la ville d'Andlau, la commune d'Andlau, où on a le patrimoine habituel des villages alsaciens avec ses maisons à colombage, ces maisons à pans de bois comme nous on les nomme. On a d'ailleurs les trois grandes familles, la maison médiévale, la maison Renaissance et la maison française après XVIIIe siècle. Et ici on est passé dans l'enclos justement de cette fameuse abbaye. Il faut imaginer deux grandes portes, de grandes tours encadrant une porte, le rempart qu'on a sous les yeux qui fait le tour de tout le domaine et le seul axe qui mène ici et qui va petit à petit s'enfoncer dans les bois, dans la forêt, dans la nature sauvage. Donc on est vraiment sur l'extrémité du village d'Andlau et de son abbaye. Et alors pourquoi deux blocs, à contrario par exemple d'une topographie où le village pourrait être autour de l'abbaye comme on peut le voir ailleurs? Alors très souvent, à l'époque mérovingienne, quand l'Empire romain s'effondre, ils s'en vont.
on revient à nos traditions un peu gauloises et les villageois ont besoin de sécurité. Et ils vont chercher la sécurité auprès du pouvoir, un pouvoir seigneurial, un pouvoir très souvent même religieux. Et là, ça va être le cas. L'abbaye se crée, les gens vont venir s'installer, frapper à la porte pour trouver du travail, puisque c'est une entreprise, il faut travailler, et du coup s'installer petit à petit à côté. Comme on est sur plutôt une configuration géographique qui est en longueur, on ne va pas encadrer, le village ne va pas s'installer autour de l'abbaye, mais va venir contre. Et petit à petit, un enclos va se créer. Lorsque les seigneurs d'Andelot auront l'autorisation de créer cette enceinte autour, ce qui donnera cette notion de ville d'Andelot. Alors j'ai une question un petit peu œuf ou la poule. Est-ce que la famille Andelot tire son nom de la commune ou est-ce que la commune tire son nom de la famille? Pas du tout. Alors, autant pour l'œuf et la poule, on sait, c'est l'œuf. Ici, c'est pareil. La première chose qui arrive, c'est pas le village, mais c'est l'abbaye. Et l'Andelot, c'est les d'Andelot, les seigneurs d'Andelot. Donc, c'est les seigneurs de d'Andelot sur la commune d'Andelot, avec une rivière qui s'appelle l'Andelot. Tout ça, c'est une histoire d'eau. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien. Est-ce qu'on s'y approcherait pas un petit peu? Alors, on va se diriger du coup vers l'abbaye. La Christian, on est passé devant un panneau tout à l'heure. Église Saint-Richard, en fait, c'est pas du tout son nom. Et non, Richard n'a pas donné par prétention son nom à son église abbatiale. Si on regarde bien l'entrée, qui était l'entrée d'origine, et son portail, on voit bien qu'au-dessus de la porte, ce qui est représenté, c'est le Christ entouré de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc l'église s'appelait, comme beaucoup d'ailleurs, Saint-Pierre-Saint-Paul. Et alors là, tout est expliqué, tout est sous nos yeux quand on regarde ce porche. Et oui, ce qui est très intéressant à Andelot et avec cette abbaye, c'est qu'il y a tout un registre du 10e, 11e siècle donc de sculpture romane qui est tout à fait lisible, qui est très intéressant et qui est expliqué quand on regarde ce qui se passe autour de la porte. Déjà, ce qui est expliqué, c'est la fonction de cette abbaye. Tout le monde imagine une abbaye. Alors à l'époque, elles sont toutes bénédictines, donc il faut prier, il faut méditer, il faut travailler. Et on imagine une abbaye avec plein de femmes qui prêtent des vœux. Et ici, ce n'est pas le cas. Si on regarde bien, de chaque côté de la porte, aux extrémités, on a des arcs. Et dans ces arcs, on voit un père qui vient amener sa fille pour être éduquée. Ce sont des filles de très très bonne famille, de la très bonne société, qui viennent être éduquées pour faire de bonnes épouses. Donc là, on a la mission de cette abbaye, très riche, qui est d'éduquer les filles. Et après, au-dessus de la porte, on a le linteau, qui représente une scène que tout le monde reconnaît assez facilement, qui est la naissance d'Ève d'une côte d'Adam, la montée dans le jardin d'Éden, la fameuse scène du fruit défendu, qui fait qu'on est chassé du paradis, on se retrouve sur terre, madame accouche dans la douleur, monsieur est obligé de travailler toute sa vie. Et c'est pas les seules choses qu'on voit représenter ici, il y en a aussi encore tout autour là. Et oui, mais pour comprendre tout ce qui se trouve autour, il faut comprendre le message qui est donné par l'abbaye avec ce linteau, cette scène du péché. En fait, c'est la faute qui vous envoie en enfer. Et l'Église ne va pas vous raconter ce qui se passe dans la Bible, ne va pas vous raconter les évangiles, c'est de l'éthique. Vous dire ce qu'il faut faire pour aller au ciel, ce qu'il ne faut pas faire, qui vous enverra en enfer. Les bonnes actions. Et quand on regarde, effectivement, de chaque côté de ce trio du Christ, Saint-Pierre et Saint-Paul, on a des petits enfants, des petits oiseaux qui montent, ce sont nos âmes, qui veulent atteindre le Christ, et de chaque côté, des petits chasseurs qui essayent de nous faire tomber, qui sont nos mauvaises actions. Et pour que les visiteurs comprennent, les pèlerins, on va répéter à l'infini, 48 fois, c'est pas tout à fait l'infini, mais presque, mais 48 fois la même chose, mais cette fois-ci en utilisant des animaux, parce que tout le monde connaît la symbolique des animaux à cette époque-là, on ne sait pas lire, mais on comprend les images, et on va opposer des animaux, en disant, est-ce qu'il faut être cet animal ou celui-là? Sachant qu'un des animaux, une des bêtes va vous conduire au ciel, et une autre vous emmener en enfer. Et alors si Andelot c'est la cité des ours, il est où là l'ours sur cette Eh bien justement, grande question. Pourquoi au-dessus de ce Christ, qu'on voit en majesté écrasant un dragon, c'est-à-dire le mal, on a non pas des ours, mais des lions? Pourquoi? Et pourquoi? L'ours, quand on parle du roi des animaux, la réponse que tout le monde va donner très collégialement, c'est le lion. Image, le roi lion. Sauf que dans nos forêts, il n'y a pas de lion. Le roi de nos forêts, ça a toujours été l'ours. Sauf que l'ours, dans nos contrées, chez nous, en Europe, ce sont des légendes qu'on connaît oralement. C'est-à-dire qu'au coin du feu, nos parents, les grands-parents racontaient les mêmes histoires. Sur ces histoires-là, l'Église ne peut pas les utiliser pour passer son message. Donc elle a besoin d'un autre animal. Et cet autre animal, ils vont aller le chercher dans la littérature
que nous on ne connaît pas, méditerranéenne, chez les Grecs et les Latins, ça va être le lion. Et donc, l'ours, ça va être le seul animal, en gros, que l'Église va laisser ridiculiser. Donc il va pouvoir jongler, il va pouvoir faire du vélo, il va pouvoir faire n'importe quoi. Montreur d'ours, qu'on va retrouver à Andelot. On va le ridiculiser, il va perdre son statut de roi des animaux, le lion va prendre sa place, et effectivement, au XIe, XIIe siècle, l'ours disparaît, et c'est le lion qui trône au-dessus du Christ pour symboliser sa puissance. On va voir l'intérieur? Allez. Christian, là on s'est enfoncé dans l'abbaye, c'est marrant, j'ai l'impression que l'architecture n'est pas la même que dans le reste de l'édifice. Non, tout à fait, on est dans la partie la plus ancienne de l'église abbatiale, puisqu'on est dans sa crypte, et comme on peut le voir avec les piliers, l'architecture qui se trouve juste devant nous, donc vraiment la partie romane, avec ces piliers très massifs, ces chapiteaux en cube qu'on a ici, donc on est sur la partie ancienne qui fait écho, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les fameuses frises sculptées du 11-12e siècle. Ici on est plutôt au 10e. Donc partie très ancienne de l'abbaye, qui ne sont pas les plus anciennes puisque l'abbaye est de 880, mais c'est un édifice qui a brûlé, qui a été modifié, puisque quasiment tous les 20 ans, des rentrées d'argent permettaient aux abbesses de modifier et de remettre au goût du jour leur abbaye. C'est ce qui fait qu'entre cette crypte et la partie sculptée qu'on vient de voir, se trouve en fait une nef et des collatéraux qui sont eux plutôt du XVIIIe siècle. À quoi ça sert une crypte? Alors la crypte sert à, comme on peut le voir dans les petites niches, à conserver des reliques. À la base, ça sert vraiment à ça, pour les reliques. Et ici, c'est surtout l'occasion de voir le lieu de fondation de cette abbaye, puisque la légende de l'ours parlait d'un trou creusé par une ours. Et bien justement... Qu'est-ce que c'est que cette statue? Si on se baisse au pied de la statue, on a le trou creusé par cet ours que Richard a croisé en descendant du mont Saint-Odile. À l'occasion, elle en a profité pour sauver le petit ourson que l'ours voulait enterrer. Une bonne action. Et c'est un des premiers pèlerinages d'Andelot, puisque tous ceux qui ont des soucis d'articulation descendaient à l'intérieur de ce trou, et s'ils arrivaient à en sortir, miracle, vous étiez guéri. Je vais essayer. Essayez. Je vais essayer. Alors, ça va, c'est pas très profond, mais bon, quand même. Oui, donc on descendait comme ça. Voilà. Je suis censée avoir de l'arthrose. Quelque chose se passe. Oh, j'arrive à sortir. Et si vous, voilà, J'arrive à miracle, sortir. vous êtes Je suis sauvé. guérie. Tout va mieux. Et voilà, du fin fond de la crypte, on se trouve à présent à 451 mètres d'hauteur ici, et bien dans le château des Seigneurs d'Andelot. Alors c'est parti, je vais me glisser dans la peau d'un des 43 000 visiteurs annuels de ce monument. Bonjour Bruno. Bonjour Mélina. Nous voilà donc au centre de ce château d'Andelot qui, je crois, techniquement n'est pas exactement le château d'Andelot. Non, c'est un des châteaux d'Andelot, parce qu'Andelot en a deux. Le château du Spesbourg, qui est sur le banc d'Andelot également, et le château d'Andelot, qui est celui des comtes d'Andelot. On l'appelle aussi le château du Haut-Andelot. Donc c'est le château que les comtes d'Andelot ont bâti au XIIIe siècle, entre 1250 et 1264. Pour être avoué de l'abbaye d'Andelot. Et voilà, ils ont construit ce château avec deux tours de part et d'autre de ce logis seigneurial. Et on pense que ces deux tours symbolisent également leur force. Ils voulaient montrer leur puissance comme deux bras levés pour montrer à l'Alsace la puissance des d'Andelot. Ah oui, alors c'est une symbolique très forte au XIIIe siècle. Absolument. Et puis qui va évoluer aussi avec le temps. Ce château, il va être mouvant. Oui, tout à fait, il va s'adapter. Au XIIIe siècle, c'est encore l'époque des arcs et des lances. Et à partir du XVe siècle, avec l'apparition des armes à feu, ils ont dû adapter les défenses du château. Donc ils ont rehaussé le mur d'enceinte. Donc on voit encore des créneaux dessinés dans le mur, mais il a été rehaussé de 1,50 m à peu près pour parer à toutes les armes à feu qui pouvaient détruire les murailles en définitive. C'est ça, on arrive à s'adapter. Alors ici, on voit qu'il y a plein d'ouvertures partout. Oui. On rentre par ici. En fait, là, on se trouve où à l'époque où le château est encore en activité? Eh bien, ici, on se trouve au niveau du rez-de-chaussée.
Parce qu'en contrebas, c'est les caves. Donc quand les visiteurs viennent de nos jours, ils rentrent par la porte que vous avez là-bas et ils se retrouvent, à l'époque, les assaillants se retrouvaient dans la cave. Donc ils étaient coincés dans la cave, mauvaise surprise pour eux. Ils devaient faire tout le tour de cette partie-là pour rentrer de l'autre côté, par la vraie porte d'entrée. Et alors ces 2 tours, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait. On suppose que c'était un donjon en cas d'attaque pour s'y réfugier. Mais le château n'a jamais été attaqué au sens comme on l'imagine, quoi, hein. Il y a bien eu quelques escarmouches, mais pas une attaque en règle. Donc, je pense qu'il n'a jamais servi de donjon à proprement parler, quoi. Bon, tant mieux. Oui, tant mieux. Par contre, dans cette tour-là, il y a la citerne, les eaux de pluie qui étaient récupérées sur les toits et acheminées par des gouttières jusqu'à une citerne qui se trouve ici, une citerne d'infiltration que nous avons dégagée il y a 4-5 ans maintenant. Et ça permettait aux personnes qui occupaient le château d'être approvisionnées en eau, parce qu'il n'y a pas de source autour du château d'Andelot, comme dans beaucoup de châteaux d'Alsace d'ailleurs. Aujourd'hui, il appartient à qui? Aujourd'hui, le propriétaire est Guillaume d'Andelot, qui l'a pris en propriété depuis à peu près l'an 2000. Et c'est d'ailleurs la période, quand il a pris en propriété, il a, sur le modèle de l'association du Spesbourg, il a créé l'association des Amis du Château d'Andelot. Donc maintenant, ça fait 26 ans que nous existons et que nous œuvrons auprès du château. C'est ça, vous n'êtes pas seulement des amis, vous êtes aussi des ouvriers, vous avez fait des vrais travaux ici pour remettre un petit peu le château en état. Absolument, pour le remettre en état, surtout pour le sécuriser d'une part, très important, la sécurité des visiteurs, parce que le château est ouvert aux 4 vents, 24 heures sur 24, accessible, mais également pour le consolider, oui, effectivement, certaines parties. Comme quoi, par exemple? Est-ce que vous avez un exemple à nous montrer d'un... Les écuries que je vous ai montrées tout à l'heure ont été... nous y travaillons, nous travaillerons encore cette année pour ce qu'on appelle rejointer, parce qu'en définitive, un joint de pierre qui disparaît, la pierre risque de se déceler. Donc pour remédier à ça et pour éviter que la pierre ne tombe, on gratte le joint et on refait un nouveau joint pour que l'eau coule sur la pierre et ne s'infiltre plus. Et quand vous avez besoin de bras en plus que les bénévoles, vous faites appel à certaines entités spécifiquement, vous mettez un point d'honneur, c'est ça, à faire travailler des entreprises d'insertion par exemple? Oui, absolument, tout à fait. Oui, quand nous avons des chantiers, comme cette année, nous avons un chantier sur la partie ouest ce qu'on appelle le chemin de ronde ouest, où le visiteur passe, et nous avons un chantier à 90 000 €. Donc je lance un appel à tous les donateurs, tous les soutiens au monde, quel que soit le don, petit ou grand, il est important pour nous. Nous, pour ce chantier-là, effectivement, nous avons pris le parti, et pour tous les chantiers que nous avons d'ailleurs au château, les chantiers que l'association ne peut pas réaliser elle-même parce que nous sommes techniquement pas capables. Donc nous faisons appel à une entreprise d'insertion ou des entreprises de formation. Mais nous mettons un point d'honneur à ce que le château puisse servir de cadre pour les apprentissages ou pour des formations, évidemment, oui. C'est un château qui est peut-être en ruine, qui date du XIIIe, mais qui a encore une utilité sociale actuellement. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire encore ici au château? Il nous reste plein de choses à faire, énormément de choses. On n'en est pas encore à choisir la couleur de la tapisserie, mais on espère bien y arriver un jour. Non, sérieusement, il reste plein de choses à faire. Il y a toujours des petites choses à faire, à consolider ou à sécuriser, hein. C'est effectivement notre grosse partie. Donc la dévégétalisation aussi, la végétation repousse tous les ans et il faut à chaque fois reprendre les sécateurs et recouper tout ça. Mais voilà, nous sommes une bonne équipe. On est à peu près une quinzaine de membres actifs et une bonne équipe. Et d'ailleurs, je lance un appel aux bénévoles aussi, hein. Si des gens se sentent de monter au château d'Andelot, nous sommes une équipe très sympathique. Le déjeuner est toujours très sympa d'ailleurs. Et il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. Vous venez, qui viennent avec leurs gants. Nous, on a des petits travaux à faire. Aucune spécialisation n'est on n'a pas besoin d'avoir de spécialité, hein. Qui viennent avec leur bonne humeur et leur bonne volonté et nous on s'occupe du reste. Voilà, on espère que vous avez entendu cet appel de Bruno. Merci beaucoup pour cette visite, Bruno. Merci à vous. Les seigneurs
bout d'un moment, ils sont descendus d'ici. Bonjour Franck. Bonjour. Ils sont venus là, à la seigneurie. Comment ça s'est passé? Ah bah ils avaient plus envie d'habiter au fin fond de la forêt, donc ils ont décidé de revenir en ville. Alors d'abord ils ont eu en fait un château déjà au Moyen-Âge en ville qui s'appelait le Baron de l'Eau, dont il ne reste aujourd'hui que la porte. Mais à la fin du XVIe siècle, la nouvelle génération, ils étaient 5 frères, ils ont décidé qu'ils voulaient sur une maison plus moderne, au goût du jour, et donc ils se font construire des hôtels particuliers de style Renaissance, dont le plus important est la seigneurie, ce qu'on appelle aujourd'hui la seigneurie, mais on appelle l'hôtel d'Andelot aussi, construit en 1582 dans le cadre d'un mariage entre un Andelot pas clairement identifié et une Tsorn, donc une famille aussi importante de Strasbourg. Donc là, on se trouve à l'intérieur de cette maquette, finalement. Exactement, en fait, on est à ce niveau-là. On est dans le premier comble, ou grenier. Il y a en fait 4 niveaux de grenier, puisque chez nous, la gouttière, elle est à 11 mètres et le sommet du toit est à 22 mètres. Et c'est en 2009 que la commune d'Andelot a décidé de racheter le bâtiment qui était vide. Et avec la communauté de communes, et aussi bien sûr le département, la région, l'État, il a été décidé d'en faire un centre d'interprétation du patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vaste sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Un centre d'interprétation du patrimoine, c'est un espace muséographique qui va en fait traiter d'un sujet qui ne peut pas être contenu à l'intérieur d'un bâtiment. Donc nous, ici, notre sujet, c'est le Pays de Bar. C'est 185 km². C'est 20 communes, dont Andelot. Donc bien sûr, moi je ne peux pas faire entrer tous les monuments du Pays de Bar, les églises, les châteaux forts, les maisons à pans de bois, dans les 700 m², les 3 étages de notre niveau. C'est pour ça que nous ici, on va donner des clés de lecture aux visiteurs avec des maquettes, avec des illustrations, avec beaucoup de manipulations aussi. On a plus d'une quarantaine de manipulations. Donc ici, un lieu où on fait des choses, où on apprend en faisant. Et donc, fort de ces clés de lecture, on va leur donner envie d'aller visiter, par exemple, le Haut Andelot, avec nos amis bénévoles qui sont là en haut, l'abbatiale, par exemple, d'Andelot, mais aussi dans Bac-la-Ville, Bar, et effectivement, il y a du patrimoine partout au Pays de Bar. Et il paraît qu'ici, chaque bloc jaune veut dire qu'il y a une interactivité, c'est ça? Exactement, ce sont des manipulations. Alors chez nous, on a le droit de tripoter, on a le droit d'ouvrir, bien sûr. On apprend des choses. On ne touche pas qu'avec les yeux. On peut faire... Non, on touche effectivement avec les mains chez nous. Donc voilà, on apprend ici, par exemple, avec cette manipulation, les différentes fonctions qu'on trouvait dans cette maison. Donc effectivement, chez nous, on manipule. On fait plein de choses, c'est pas que pour les petits, c'est pour les grands aussi. Donc on apprend en faisant, en s'amusant. J'ai bien envie d'en essayer une, moi, Franck. Essayez. Alors là, le château d'Andelot, on en revient. Donc on va voir si je m'en sors. Alors l'objet ici, c'est de trouver toutes les étapes qu'il faut pour construire un château fort et surtout de trouver avec les artisans dont vous avez besoin pour pouvoir effectivement avoir à la fin votre château fort à vous. Et alors Franck, ici on a aussi beaucoup d'expositions éphémères, c'est ça? Effectivement, nous faisons 2 expositions temporaires par an. La prochaine d'ailleurs, on ne sera jamais allé aussi loin dans le passé, puisque là on va s'intéresser à l'Alsace, j'ai envie de dire avant l'Alsace, avant même que le fossé rhénan s'effondre, à l'époque où ici nous aurions été sous la mer. Et donc c'est bien pour ça que cette exposition va porter le titre de Sous l'Alsace, sous la mer, l'Alsace. Effectivement, ça remonte un petit peu. Alors hop, moi j'essaie. Ah, c'est faux. Si c'est rouge, c'est que c'est pas juste. J'ai dit faut que vous obteniez du vert. Terrassement. Mince alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Après, il faut des métiers aussi. Il faut les gens dont vous avez besoin. Ah, alors attendez. Alors, vous commencez par quoi? Vous commencez moi j'ai commencé par la montagne. Ouais, la montagne. Alors, sur cette montagne, vous avez quoi? Des arbres. Voilà. Est-ce qu'ils vous gênent pas un peu les arbres? Si, quand même un petit peu. Donc vous avez besoin de qui alors pour vous débarrasser des arbres? Charpentier? Non, un bûcheron. Ah, il était là, je l'ai. Un bûcheron? Il était caché. Voilà, hop. Un bûcheron. Et donc de là, tac, tac, tac. On est déboisé normalement. Ah, c'est... Il y a peut-être un petit faux contact. Bon. Mais c'était pas... C'est pas vert. C'est pas vert. C'était vert. Ouais, c'est pas vert. Donc ici, on parle de patrimoine, mais c'est un vrai lieu vivant qui bouge beaucoup. Exactement, il se passe plein de choses. On a une programmation culturelle tout au long de l'année, exactement, même pour les tout petits, pour les bébés. Il y a des conférences, bien sûr, des concerts, des ateliers de pratique, que ce soit pour les enfants, que ce soit en famille. On a pas mal d'activités en famille, parents, enfants ou parents, ados, et également pour les adultes. Voilà, donc il faut vraiment nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, vous trouvez d'autres programmations. Il se passe toujours quelque chose à la Seigneurie. Merci beaucoup Franck, vous m'avez donné envie de faire un petit tour dans la Seigneurie, moi. N'hésitez pas, prenez-vous.
Allez hop, si vous aussi vous voulez venir vous amuser ici à la Seigneurie, eh bien c'est ouvert de février à décembre, du mardi au dimanche. Nous on se dit à la semaine prochaine dans notre histoire.